À table, devant ses amis, ma fille s'est penchée et m'a murmuré à l'oreille « Papa, tu es mon stress. Demain, tu disparais de ma vie. » Je n'ai pas demandé d'explication, je n'ai pas pleuré. Je suis juste monté. J'ai pris 2 changes de vêtements. Je les ai fourrés dans un sac de supermarché et je suis parti. 23 heures, 79 ans sur le dos, sans toit. Elle pensait m'avoir anéanti, mais elle n'avait aucune idée de ce que je cachais de l'autre côté de la ville, ni de la façon dont cette nuit allait tout bouleverser. Si cette histoire remue quelque chose en toi, abonne-toi. Chaque jour, il y a une histoire qui pourrait être la tienne. Dis-nous d'où tu regardes. Je m'appelle Marcel Fournier. J'ai 79 ans, je suis veuf. J'ai été professeur d'histoire pendant 42 ans. Et cette nuit-là, assis à la table de ma fille, Nathalie, j'ai compris que ma vie ne signifiait plus rien pour personne. C'était un samedi. Elle avait invité 6 personnes de son travail. Des gens qui ne parlaient que de resorts de luxe, de clients étrangers, de promotions. J'étais là parce qu'elle me l'avait ordonné le matin même. « Papa, si tu descends, tu ne parles pas, tu te sers et tu restes tranquille. » Je n'ai pas demandé pourquoi. Je ne demandais plus rien. Depuis que Geneviève, ma femme, est partie, j'ai appris qu'il vaut mieux ravaler sa salive que de déranger. J'ai mis une chemise propre, j'ai peigné le peu de cheveux qu'il me reste, je suis descendu et je me suis assis au bout de la table, dans un coin où personne n'aurait besoin de croiser mon regard, où je pouvais devenir presque un fantôme, parce que c'était ce que Nathalie voulait, que je disparaisse sans vraiment disparaître. La table sentait le parfum cher et le vin rouge importé. Nathalie avait sorti les assiettes des grandes occasions, celles qu'elle gardait depuis son mariage. Il y avait des bougies allumées, une musique d'ambiance en sourdine, tout était arrangé pour impressionner. Je me suis servi un peu de salade, j'ai mâché lentement en essayant de ne pas faire de bruit, en essayant de ne déranger ni par le son de ma respiration, ni par celui de mon existence. À côté de moi, il y avait Odette, la voisine du 3e étage, cette femme qui me regarde toujours avec une pitié feinte. « Monsieur Fournier, comment allez-vous » a-t-elle demandé avec cette voix douce qu'on utilise quand on se fiche de la réponse. « Bien, merci » j'ai dit. Elle a souri et s'est remise à parler avec les autres. Personne d'autre ne m'a adressé la parole. J'étais comme un vieux tableau accroché au mur du salon. J'étais là, mais personne ne me remarquait, personne ne voulait regarder, j'occupais juste de l'espace. Et c'était exactement ce que j'étais pour Nathalie, de l'espace occupé. Nathalie riait trop cette nuit-là, beaucoup trop. Je connaissais ma fille. Je savais que quand elle riait de cette façon un peu forcée, c'est qu'elle était sur le fil. Plus tôt, son ex-mari, Thierry, avait appelé pour demander de l'argent, encore. J'avais tout entendu depuis ma chambre. « Je n'ai rien à te donner, Thierry. Laisse-moi tranquille. » Elle avait raccroché et était restée immobile dans le couloir, respirant profondément, les mains serrées en poing. Je suis sorti pour lui demander si elle allait bien. Elle m'a regardé comme si j'avais envahi un moment sacré, comme si ma simple présence était un affront. « Papa, va dans ta chambre. » Je n'ai pas répondu. Je suis juste rentré. J'ai fermé la porte et je me suis assis sur le lit, fixant le mur, me demandant à quel moment j'avais cessé d'être un père pour devenir un poids mort. C'était quand Geneviève est morte, ou c'était avant. C'était progressif, ou il y a eu un jour précis, où je suis devenu rien pour elle? Je ne savais pas. Je savais juste que ça faisait mal. Ça faisait mal de cette façon profonde de se sentir invisible au sein de sa propre famille. Au milieu du dîner, un des invités a raconté une blague sur un vieux qui se perdait dans le supermarché. Tout le monde a éclaté de rire. Moi aussi, j'ai forcé un sourire, même si je n'avais pas vraiment compris la chute, même si je savais que la blague parlait de gens comme moi, vieux, encombrant, un peu perdu. Nathalie a rempli son verre pour la 3e fois. Sa main tremblait légèrement. Odette s'est penchée vers elle et a parlé bas, mais assez fort pour que j'entende. « Tiens, Nathalie, ça doit être lourd d'avoir ton père à la maison toute la journée, non? Moi, ma mère, je l'ai mise en EHPAD il y a des années. C'était la meilleure chose pour tout le monde. » Nathalie n'a rien répondu, elle a juste hoché légèrement la tête, comme quelqu'un qui reçoit un conseil auquel il avait déjà pensé, comme quelqu'un qui avait déjà cherché des options, appelé des établissements, fait des calculs. J'ai serré ma fourchette.
J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine, un mélange de colère et de honte, mais je suis resté silencieux parce que je savais que si j'ouvrais la bouche, elle allait me faire taire devant tout le monde, et cette humiliation ferait plus mal que d'avaler le silence. Et puis est arrivé le moment du dessert. Quelqu'un avait apporté un gâteau. Nathalie a servi. Je n'en voulais pas. Je n'ai pas faim, j'ai dit. Elle n'a même pas levé les yeux vers moi. Elle a juste posé l'assiette devant moi et a continué à discuter avec les invités comme si je n'avais rien dit, comme si je n'existais pas. J'ai bu une gorgée de vin. Il était tiède, amer. J'ai regardé vers le couloir, cherchant Chloé. Ma petite fille n'était pas descendue, encore une fois. Chaque fois que Nathalie remplissait la maison de monde, Chloé s'enfermait dans sa chambre. Et je savais pourquoi. Parce que ma petite fille détestait ces réunions forcées. Parce qu'elle était la seule dans cette maison qui me regardait encore vraiment, qui me demandait encore comment j'allais, qui me serrait encore dans ses bras quand je rentrais du marché avec les sacs. Mais cette nuit-là, même Chloé n'est pas apparue, et ça m'a fait plus mal que tout le reste, parce que ça signifiait que Nathalie l'éloignait de moi aussi, petit à petit, avec des ordres qui ressemblaient à des demandes. J'ai regardé mon assiette, le gâteau intact, et je me suis souvenu. Nathalie avait 7 ans. On était assis à cette même table. Geneviève avait fait son gâteau d'anniversaire au chocolat, son préféré. Nathalie avait soufflé les bougies, fait 3 vœux, puis elle avait couru vers moi. « Papa, fais un vœu avec moi. » Et j'avais fait le vœu qu'elle soit toujours heureuse, ma fille. Elle avait souri, m'avait serré dans ses petits bras qui faisaient à peine le tour de mon cou, et avait dit « Moi, je veux juste que tu restes toujours avec moi. Toujours, papa. Pour toujours. » J'ai fermé les yeux, respiré profondément, et je suis revenu au présent, à cette table, où la même petite fille, devenue une femme de 43 ans, venait de me dire que j'étais de trop, que je devais partir, que c'était pour demain. De la même façon qu'on dit que les éboueurs passent tôt. Et je me suis demandé à quel moment cette petite fille qui disait « pour toujours » s'était brisée. Ou peut-être que c'était moi qui m'étais brisé. Nathalie s'est levée pour chercher plus de vin. Quand elle est revenue, elle s'est penchée vers moi. J'ai levé les yeux. Les siens étaient rouges, brillants, fatigués, vitreux d'alcool et d'autres choses, d'années et d'années de rancœur accumulée. Elle m'a fixé fermement et a parlé bas, mais très clairement, avec une froideur qu'on n'apprend qu'à force de répéter. « Papa, tu es mon stress. Demain, tu t'en vas. » Quelques invités ont entendu. L'un a eu un petit rire nerveux, ne sachant pas si c'était une blague. Un autre a fait semblant de tousser et a détourné le regard, mal à l'aise. Odette a haussé le sourcil avec un petit sourire de complicité, comme pour dire « Enfin, tu as raison. » Je suis resté figé, la fourchette encore à la main, le vin à moitié bu, le cœur battant lentement, comme s'il était lui aussi fatigué et voulait abandonner. Je n'ai pas demandé où aller, je n'ai pas demandé d'explication, je n'ai pas supplié parce que j'ai compris. Il n'y avait plus d'explication, il n'y avait que de la fatigue, que du rejet, que cette phrase qui me coupait en deux et me montrait une fois pour toutes ce que j'avais toujours craint. Ma fille ne m'aimait plus, peut-être ne m'avait-elle jamais vraiment aimé. J'ai fini de mâcher, lentement, calmement, comme si rien ne s'était passé. J'ai posé la fourchette dans l'assiette sans faire de bruit. Je me suis essuyé la bouche avec la serviette. Je l'ai pliée soigneusement. Je l'ai posée à côté de l'assiette. Je me suis levé doucement. Mes genoux ont craqué. Personne ne m'a regardé. Tout le monde a continué à parler, à rire, à boire, comme si je n'étais déjà plus là, comme si j'étais déjà parti. J'ai repoussé ma chaise avec précaution, sans la traîner fort, parce que même au moment de partir, je voulais être invisible. Ne pas déranger, ne pas gêner. J'ai marché vers l'escalier et en montant, me tenant à la rampe parce que mes jambes n'obéissent plus comme avant, j'ai pensé, c'est la dernière fois que je monte cet escalier, la dernière fois que j'entends les rires de ses amis, la dernière fois que je sens l'odeur de parfum cher de cette maison. Parce que je savais que si je partais, je ne reviendrais pas, parce que je savais que ma fille ne me mettait pas dehors pour quelques jours seulement, elle m'effaçait de sa vie. Et moi, pour la première fois en 3 ans, je n'allais pas demander, je n'allais pas mendier pour rester. Cette fois, j'allais partir avant qu'elle ne m'expulse vraiment. Cette fois, j'allais partir en emportant la seule chose qu'il me restait, un brin de dignité. Je suis entré dans ma chambre.
Cette chambre qui avant était le débarras, le dépôt, l'endroit pour les choses qui ne servent plus. C'est là que Nathalie rangeait les cartons de Noël, les vieilles valises, les choses qu'elle n'utilisait plus. Et puis elle m'y avait rangé aussi, au milieu des cartons, au milieu de l'oubli. J'ai ouvert l'armoire. J'ai pris un sac de supermarché, un de ces sacs en plastique qu'on garde pour n'importe quoi. J'y ai mis 2 pantalons, 3 chemises, des sous-vêtements, mes médicaments pour la tension, ma carte d'identité, mon petit carnet où je note les choses importantes, des choses que je ne veux pas perdre de la tête, parce qu'à 79 ans, la mémoire commence à flancher, et je ne voulais pas oublier qui j'avais été un jour. Et j'ai pris une photo de Geneviève. La photo avait environ 50 ans. On était à la plage. Elle souriait, moi aussi. On avait l'air éternel, invincible. On avait l'air que rien au monde ne pourrait nous séparer, mais ça nous a séparés. La mort, puis la solitude. Je suis resté à regarder la photo un instant. J'ai passé le doigt doucement sur son visage. « Qu'est-ce que je fais, mon amour ?» J'ai demandé tout bas. « Je vais où ?» Elle n'a pas répondu. Elle ne répondait jamais. Elle me regardait juste avec ce sourire figé dans le temps, avec cette jeunesse gelée. J'ai rangé la photo, j'ai fermé le sac, j'ai enfilé mon manteau, le même que je portais pour aller au lycée quand j'étais encore quelqu'un, et je suis parti. J'ai descendu l'escalier. Chaque marche grinçait, comme si la maison elle-même me disait adieu. Je suis passé devant le salon. Les invités étaient encore là à discuter, à rire. Quelqu'un racontait une blague, tout le monde riait aux éclats. Nathalie était de dos en train de servir le café. Elle portait la robe noire que Geneviève lui avait donnée, le dernier cadeau. Et elle ne le sait même pas. Personne ne m'a vu. Ou peut-être qu'ils m'ont vu et s'en fichaient. Ou peut-être même qu'ils étaient soulagés. Enfin, le vieux s'en va. J'ai ouvert la porte de l'appartement. Le couloir était vide, éclairé par ces lumières blanches qui font un bourdonnement agaçant, qui ne s'éteignent jamais, qui éclairent mais ne réchauffent pas. J'ai fermé la porte doucement, sans claquer, sans faire de scène, comme quelqu'un qui ferme un chapitre qui ne mérite plus d'être relu, comme quelqu'un qui ferme un livre qui s'est mal terminé. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai attendu. J'entendais les rires derrière la porte de l'appartement, de plus en plus lointains. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré. J'ai vu mon reflet dans le métal. Un vieux aux épaules affaissées, les yeux embués, un sac à la main, un homme qui n'a plus de maison. Les portes se sont fermées. Je suis descendu, et à chaque étage qui passait, je sentais que je ne quittais pas seulement un appartement, je laissais derrière moi une vie entière, une fille, une illusion, un amour qui n'avait peut-être jamais été partagé. Quand je suis sorti de l'immeuble, le vent froid m'a frappé le visage comme une gifle, comme un rappel que le monde dehors n'allait pas être plus gentil que celui de l'intérieur. Bernard, le voisin du 2e étage, fumait, appuyé près du portail. Un homme d'environ 64 ans, ancien militaire, de ceux qui parlent peu mais voient tout, qui ne posent pas de questions mais comprennent. Il m'a regardé, je l'ai regardé en retour. Il a éteint sa cigarette contre le mur calmement, comme quelqu'un qui a tout son temps. Il a hoché la tête vers moi lentement, avec respect. Il n'a rien dit, ce n'était pas nécessaire, parce que dans ce geste, il y avait tout. Je sais ce qui s'est passé, j'ai entendu, j'ai vu, et je ne te juge pas. Si je pouvais t'aider, je le ferais, mais je ne peux pas. Je peux juste te voir partir et te souhaiter bonne chance. Moi aussi, j'ai hoché la tête. J'ai rendu le geste comme pour dire « Merci de me voir, de ne pas me juger, de ne pas te moquer ». Et j'ai continué à marcher. La rue était vide, il faisait froid, le vent faisait tournoyer les feuilles mortes sur le sol. Ça faisait un bruit étrange, comme un murmure, comme une voix qui disait « Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière ». J'ai serré le sac contre ma poitrine et j'ai marché sans regarder en arrière, parce que je savais que si je regardais, peut-être que je faiblirais, peut-être que je reviendrais, peut-être que je supplierais, et il n'y avait plus de place pour le regret, ni pour l'humiliation. J'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus, 2 pâtés de maison qui m'ont semblé 2 kilomètres, parce que chaque pas faisait mal. Non, pas dans la jambe, à l'intérieur, dans l'âme. Il y avait un banc en métal gelé. Je me suis assis.
Le froid traversait le manteau. Le vent sifflait entre les immeubles comme une plainte, comme une musique triste que personne ne veut entendre. Un taxi libre est passé, avec sa lumière allumée. Je n'ai pas levé la main, je n'avais pas d'argent à gaspiller en taxi. Et d'ailleurs, pourquoi? Je n'étais pas pressé, je n'avais pas de destination, j'avais juste une adresse, un nom, un espoir. Un jeune couple est passé, enlacé, riant. Il lui parlait doucement à l'oreille. Elle riait, ils s'embrassaient. J'ai détourné le regard. Pas par envie, par douleur, parce que je me suis souvenu quand je marchais comme ça avec Geneviève, quand on se promenait main dans la rue, quand on était encore heureux, quand on comptait encore, quand il y avait encore un après. Maintenant, il n'y en avait plus. Maintenant, l'après était fini. Maintenant, j'étais juste un vieux sur un banc d'arrêt de bus avec un sac de supermarché, attendant un bus qui pourrait m'emmener nulle part, ou peut-être quelque part. Je ne pouvais pas encore savoir. Et pendant que j'attendais, une question tournait dans ma tête. Où va un homme quand il n'a plus de maison? Où va-t-il quand sa propre fille dit qu'il est un poids? Le bus est arrivé à 23h32, la ligne C3. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge du poteau 3 fois. Comme si à force de regarder, le temps allait s'arrêter. Comme si je pouvais retarder ce qui était déjà décidé. Ce bus traversait la ville entière, du centre jusqu'à la Croix-Rousse, le quartier où j'avais vécu il y a plus de 40 ans, quand j'étais encore jeune, quand j'avais encore un avenir, quand Geneviève et moi venions de nous marier et qu'il semblait que tout était possible. Je suis monté lentement. Les genoux n'obéissent plus comme avant. Chaque marche était un effort, une négociation avec un corps fatigué. Je me suis accroché à la barre avec force, avec peur de tomber, et avec encore plus peur que personne ne me relève. Le chauffeur a levé les yeux. C'était un homme d'environ 50 ans, moustache épaisse, uniforme bleu déjà un peu usé. Il m'a regardé, a froncé les sourcils, comme s'il essayait de se souvenir d'où il me connaissait. Puis ses yeux se sont écarquillés. « Monsieur Fournier. » Je l'ai bien regardé. J'ai mis une seconde. « Yannick. » Yannick, mon élève d'il y a 30 ans, assis au fond de la classe, passait son temps à griffonner dans les marges de son cahier, dessinait des cartes, des batailles, des villes anciennes, mais il avait une bonne tête, très bonne, de ces élèves qu'on n'oublie pas. C'est bien moi, monsieur Fournier, je n'arrive pas à croire que c'est vous. Sa voix contenait de la surprise et autre chose, de l'inquiétude, de l'affection, comme quelqu'un qui voit une vieille connaissance dans une mauvaise situation. Il a regardé le sac dans ma main, le sac de supermarché, vert, pas cher. Il a regardé mon visage, les yeux gonflés, les vêtements froissés, le vieux manteau. Et il a compris. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de raconter. La personne sait juste parce que la douleur, ça se voit, ça se sent, ça se devine. Montez, monsieur Fournier, et gardez votre argent. Vous ne payez pas le trajet ce soir. J'ai essayé de refuser. J'ai sorti mon portefeuille. J'ai voulu faire ce qui était correct. Non, Yannick, Il a levé la main sec. Vous m'avez appris à lire les cartes. Vous m'avez appris que l'histoire, ce n'est pas que des dates. C'est des gens qui souffrent, des gens qui luttent, des gens comme vous. C'est le minimum que je puisse faire. S'il vous plaît, laissez-moi faire ça. J'ai acquiescé. Mon menton a commencé à trembler. J'ai senti l'envie de pleurer monter, mais je me suis retenu. Parce qu'un vieux ne pleure pas dans le bus. On apprend à ravaler ses larmes en public, même si Yannick n'était plus vraiment un étranger. C'était un rappel du temps où je comptais encore, du temps où j'étais encore quelqu'un. Je suis allé m'asseoir au fond, lentement, en m'appuyant sur les dossiers des sièges. Je me suis assis à l'arrière, côté fenêtre, j'ai posé le sac sur mes genoux, je l'ai serré comme si c'était la seule chose qui me restait au monde, parce qu'au fond, c'était vrai. Yannick a passé une vitesse, le moteur a ronflé, et je suis resté à regarder par la fenêtre, voyant la ville défiler, voyant ma vie défiler. La ville passait lentement, immeubles hauts aux fenêtres éteintes, des vies allumées derrière des rideaux fermés, des gens en train de dîner, de regarder la télévision, de rire, de vivre. Commerces fermés avec leurs grilles de fer, murs tagués, poubelles au coin des trottoirs, rues vides, éclairées par des réverbères à lumière jaune qui clignotaient, presque en train de s'éteindre. Comme moi. J'ai reconnu certains coins de rue,
la boulangerie où Geneviève achetait du pain frais tous les dimanches, fermait maintenant avec une pancarte « À vendre », la petite place où j'emmenais Nathalie quand elle était petite, sombre, vide, les jeux rouillés. D'autres coins, je ne les ai plus reconnus. La ville avait changé. Des immeubles neufs là où il y avait des maisons anciennes, des parkings là où il y avait des places. Ou peut-être que le problème c'était moi. Peut-être que c'était moi qui étais resté coincé dans un autre temps. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. Un vieux ridé, le regard fatigué, la barbe pas faite, les cheveux en désordre. Quand est-ce que je suis devenu si vieux? Je ne sais pas. La vieillesse n'arrive pas d'un coup. Elle arrive doucement. Un jour tu te lèves, tu te regardes dans le miroir et tu vois ton père. Et là, tu comprends. Tu es passé de l'autre côté. Tu es devenu le vieux que les gens évitent dans le bus. Celui qui sent le médicament, celui qui tousse trop, celui qui parle tout seul. Tu es devenu celui qui dérange juste en existant, celui qui est de trop. La Croix-Rousse, le quartier de ma jeunesse, de l'époque où tout semblait encore possible, quand j'avais encore des rêves, rue pavée, toute de travers, qui fait trébucher, vieux réverbères à lumière jaune, faibles, clignotantes. Petite maison basse avec des grilles rouillées, jardin laissé à l'abandon, chien qui aboie derrière les portails, et une odeur de pain, du pain sortant du four. Cette odeur qui vous attrape par les souvenirs et vous ramène directement en enfance. Et là, je me suis souvenu, Madame Colette, la boulangerie Saint-Joseph, où Geneviève achetait du pain tous les dimanches. Et si Madame Colette était encore là, alors René aussi. René Blanchard, mon meilleur ami depuis l'âge de 17 ans, depuis qu'on était jeune et bête, et qu'on croyait qu'on ne mourrait jamais. On avait perdu le contact depuis environ 8 ans, depuis que j'étais allé vivre chez Nathalie, quand je pensais que c'était la bonne chose à faire, quand je croyais encore que ma fille avait besoin de moi, quand je croyais encore que la famille, c'était pour toujours. Mais René habitait là, dans la maison au portail bleu, numéro 47. Je le savais parce que j'avais habité à 3 pâtés de maison de là, dans une maison qui n'existe plus. Ils l'ont démolie pour faire un parking. J'ai marché lentement, traînant les pieds, serrant le sac comme une bouée en pleine tempête. Les rues étaient sombres, vides. On n'entendait que le vent, mes pas et ma respiration. Mais je connaissais chaque coin d'ici les yeux fermés, chaque carrefour, chaque arbre, chaque fissure dans le sol, parce qu'ici j'avais été heureux, ici j'avais été jeune. Ici, peut-être, je pouvais redevenir quelqu'un. Je suis arrivé devant la maison. Portail bleu délavé, plus bleu dans mon souvenir qu'en vrai devant moi. Peinture qui s'écaillait par plaques, fenêtre avec un rideau blanc jauni par le temps, lumière allumée à l'intérieur. Il y avait quelqu'un d'éveillé, il y avait de la vie là-dedans. J'ai rempli mes poumons d'air, ça faisait mal d'inspirer. J'ai levé la main, elle tremblait. J'ai frappé. Une fois, doucement, on l'entendait à peine. J'ai attendu. Rien. J'ai frappé de nouveau, plus fort. 2 coups secs résonnant dans la nuit. Silence. Puis j'ai entendu des pas traînants, lents, de quelqu'un qui marche avec difficulté, de quelqu'un de vieux comme moi. La porte s'est ouverte lentement, en grinçant, et il était là, René. Mais il avait l'air d'avoir 100 ans, cheveux très blancs, plus que dans mon souvenir, grosses lunettes, pyjama rayé bleu élimé avec des trous. Il m'a regardé, a plissé les yeux, a mis environ 3 secondes, peut-être 4, comme s'il tâtonnait dans sa mémoire. Puis il m'a reconnu. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche aussi, mais il n'a rien dit. Il n'a rien demandé. Il n'a pas lancé un « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il a juste ouvert la porte un peu plus grand, avec ce geste que tout le monde comprend. « Bienvenue, tu es chez toi, tu es à moi. Entre. » Ce n'était pas une question, c'était un ordre plein de compréhension, d'affection, du genre de choses que seul un ami de toute une vie comprend sans avoir besoin de beaucoup de mots. Je suis entré. J'ai franchi le seuil et c'était comme passer d'un monde à l'autre, de l'obscurité à la lumière, du froid au chaud, de la solitude à la compagnie. René a fermé la porte derrière moi avec soin, comme quelqu'un qui ferme la porte sur le passé, comme quelqu'un qui protège le présent. Et pour la première fois en 3 ans, depuis que Geneviève était partie, j'ai senti que j'étais arrivé à la maison,
dans un endroit où je n'avais pas besoin de m'excuser d'exister, dans un endroit où je valais encore quelque chose, dans un endroit où peut-être je pourrais recommencer à vivre. René a fermé la porte derrière moi, n'a rien dit, est parti vers la cuisine. Je suis resté là, debout dans le couloir, agrippé au sac, ne sachant pas si je devais m'asseoir, enlever mon manteau, pleurer. La maison sentait les vieilles choses, les médicaments, le temps arrêté, tout pareil à il y a 40 ans. La table en bois sombre, l'horloge à balancier arrêtée au mur, le tableau de la Vierge Marie qui regardait le salon. Mais il y avait quelque chose de différent, quelque chose qui n'était pas là avant. Sur la table, à côté d'un verre d'eau, il y avait un flacon de médicaments, de la morphine. J'ai reconnu tout de suite parce que Geneviève en prenait aussi, vers la fin. René est revenu avec 2 tasses fumantes. Tisane à la camomille. Assieds-toi. Sa voix était fatiguée, beaucoup plus fatiguée que dans mon souvenir. Je me suis assis. Il s'est assis en face de moi avec effort. Je l'ai vu s'appuyer sur le bord de la table. J'ai vu la grimace de douleur. « Tu vas bien ?» j'ai demandé. Il a fait oui de la tête, mais ça ne m'a pas convaincu. « René, c'est comprimé. » Il a baissé les yeux, a expiré lentement. Cancer du pancréas, stade 4. Ils m'ont donné 3 mois, peut-être 4 si j'ai de la chance. C'était comme recevoir un coup de poing en pleine poitrine. Quoi? Ma voix est sortie cassée. René a bu une gorgée de tisane. Ils l'ont découvert il y a 6 mois. Je n'ai voulu le dire à personne. Pourquoi faire? Il n'y a plus rien à faire. Je suis resté muet, le regardant fixement. Et là, j'ai compris. Mon seul ami s'en allait aussi, et je ne le savais même pas. Je suis resté là à dévisager René. Mon ami, le gars qui m'a appris à jouer aux échecs quand on avait 17 ans, qui était à mes côtés le jour de mon mariage, qui a pleuré avec moi à l'enterrement de Geneviève. Et maintenant, il était assis en face de moi, me disant qu'il allait mourir, et je n'avais pas été là. Je n'avais rien su. Je n'avais pas pu lui tenir la main quand il avait reçu le diagnostic. « René, pardonne-moi. » Il a secoué la tête. « Je n'ai rien à te pardonner. J'aurais dû être là. » Tu es là maintenant. C'est ça qui compte. Je me suis passé la main sur le visage pour essuyer mes larmes, mais elles insistaient, elles coulaient, parce que j'étais en train de tout perdre. Geneviève, Nathalie, René. Et je n'avais aucune idée de comment continuer à perdre et continuer à tenir debout. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? J'ai lâché avec un mélange de colère et de douleur. René m'a regardé. J'ai appelé chez toi il y a environ 4 mois. C'est Nathalie qui a répondu. J'ai dit que j'avais besoin de te parler, que c'était urgent. Il s'est arrêté à respirer profondément. Elle m'a dit « Monsieur Blanchard, mon père ne peut plus traîner avec ses vieilles amitiés. Il ne va pas bien de la tête. Si vous insistez pour appeler, je vais devoir vous signaler pour harcèlement. » J'ai senti quelque chose se déchirer à l'intérieur. Quoi? René a confirmé d'un hochement de tête. Je lui ai demandé de te prévenir que j'avais appelé. Elle a ri et a raccroché. J'ai porté les mains à mon visage. L'air m'a manqué. Nathalie ne m'avait pas seulement humilié, elle avait coupé mon dernier lien avec le monde, avec mon passé, avec mon histoire. J'ai essayé d'appeler encore 2 fois. C'était toujours elle qui répondait. À la 3e, elle m'a menacé de bloquer le numéro. René a posé sa tasse sur la table. Sa main tremblait. « Marcel, ta fille ne t'a pas seulement mis à la porte, elle t'a effacé de ta propre vie. » Alors quelque chose en moi a explosé. Je me suis levé d'un coup. La chaise est tombée en arrière. « Elle n'avait pas ce droit !» j'ai crié. Ma voix est sortie rauque, brisée. J'ai pris soin d'elle. Je lui ai donné tout ce que je pouvais. René est resté silencieux. Il me regardait juste avec ce regard de quelqu'un qui connaît exactement la taille de la douleur, parce qu'il l'a ressenti aussi. J'ai fait les 100 pas dans la cuisine, la main sur la tête, la poitrine haletante. Pourquoi? Pourquoi elle m'a fait ça? René s'est levé lentement, est venu vers moi, a posé sa main sur mon épaule. Parce que les gens épuisés deviennent des gens cruels, Marcel, et ta fille est épuisée. Mais ça n'excuse pas ce qu'elle a fait. Je secouai la tête, niant. Je ne lui ai jamais fait de mal, jamais je n'ai rien demandé. René a serré mon épaule. Je sais, mais parfois les gens n'ont pas besoin de raison pour rejeter quelqu'un, ils ont juste besoin d'espace. Et toi, tu occupais cet espace.
J'ai senti les larmes glisser, chaudes, pleines de rage. Geneviève avait raison. J'ai murmuré. René a froncé les sourcils. Quoi? Ma femme. Avant de mourir, elle m'a dit « Nathalie a la phobie de vieillir, et à cause de ça, un jour elle aura la phobie de toi. » Je n'ai pas voulu le croire. J'ai pensé que c'était la souffrance qui parlait, mais elle avait vu juste. René a retiré sa main de mon épaule, s'est rassis. « Marcel, il y a autre chose que tu dois savoir. » Je l'ai regardé. Qu'est-ce qui pouvait être pire que ça? Il a respiré profondément. Mes fils ne me parlent plus non plus. Ça fait 3 ans que je n'ai vu aucun des deux. Quand je leur ai annoncé pour le cancer, ils ont dit « Papa, tu as déjà ton âge, c'est normal. Arrête de nous appeler avec tes drames. » J'ai senti un nœud monter dans ma gorge. « René !» Il a levé la main pour me couper. « T'as pas pitié de moi. Je te dis ça parce que tu dois comprendre une chose. Tu n'es pas seul. Il y a des milliers de vieux comme nous, mis de côté, oubliés, attendant l'heure de partir, essayant de déranger le moins possible. Et là, dans cette vieille cuisine, avec cet ami condamné par le temps, j'ai compris la vérité la plus douloureuse de toutes. Vieillir, c'est devenir invisible. Je me suis effondré sur la chaise, j'ai appuyé mes mains sur la table et j'ai pleuré. Ce n'étaient pas des pleurs discrets avec des larmes qui coulent juste au coin de l'œil. J'ai pleuré à gros sanglots, avec un gémissement coincé dans la gorge, la bouche ouverte, la poitrine tremblante. J'ai pleuré pour Nathalie, pour René, pour Geneviève, pour moi, pour tous les vieux de ce monde qui meurent seuls en pensant qu'ils sont des fardeaux. René n'est pas venu m'embrasser, il n'a pas dit que tout allait s'arranger. Il est juste resté là, assis en face de moi à attendre, parce que parfois la meilleure compagnie c'est le silence. Et quand enfin les pleurs se sont taris, quand il n'y avait plus de larmes à verser, René a dit « Il y a un lit dans la chambre du fond, les draps sont propres. Va te coucher. Demain on continue. » Je me suis levé comme j'ai pu, j'ai pris le sac, je suis allé vers la petite chambre du fond. Elle était petite, un lit, une armoire, une fenêtre. Je me suis assis au bord. Le lit a grincé, j'ai regardé le plafond. Tache d'humidité, une fissure qui le traversait. Et là, la pensée m'est venue. Continuer? Pourquoi faire? Pourquoi se réveiller demain si je ne compte pour personne? Si ma propre fille me méprise? Si mon meilleur ami a les jours comptés? Si ma femme est déjà partie? Pourquoi faire? Je me suis allongé, j'ai fermé les yeux, et j'ai souhaité ne pas me réveiller. J'ai demandé que le sommeil emporte tout, la douleur, la honte, la solitude, mais il n'a rien emporté. J'ai juste dormi et j'ai rêvé de Geneviève, de l'époque où on était encore jeune, quand on était encore heureux. Je me suis réveillé en sursaut. Je ne sais pas quelle heure il était, tout était sombre. J'ai entendu un bruit, une chute venant du salon. Je me suis levé, je suis sorti de la chambre. René était par terre. Il avait trébuché. Il essayait de se relever, mais n'y arrivait pas. « René !» J'ai couru vers lui. Je l'ai aidé à se relever. Il était léger, beaucoup trop léger. « Ça va », a-t-il murmuré. Mais ça n'allait pas. Il tremblait, transpirait froid. Je l'ai amené jusqu'au canapé. Je l'ai assis doucement. « Tu as mal ?» Il a fait oui de la tête. « Ça fait toujours mal. » Je suis allé chercher les médicaments. Je lui ai donné le comprimé avec de l'eau. J'ai attendu. Petit à petit, le tremblement s'est arrêté. René a respiré profondément. « Merci. » J'ai secoué la tête. « Ne me remercie pas. C'est toi qui as ouvert la porte quand plus personne ne l'ouvrait. » On est resté là, silencieux, lui sur le canapé, moi assis par terre à côté. Puis il a dit « Marcel, n'abandonne pas. » Je l'ai regardé. « Pourquoi pas ?» Il a eu un sourire triste. Parce qu'abandonner, c'est donner raison à ceux qui t'ont mis dehors. C'est leur dire « Vous aviez raison. Je ne valais rien. J'ai dégluti. » Et si c'est vrai, et si vraiment je ne vaux rien? René m'a fixé. Tu vaux quelque chose. Tu vaux parce que tu es là, parce que tu m'as aidé à me relever, parce que tu pleures encore. Quelqu'un qui ne vaut rien ne ressent plus rien. Toi, tu ressens encore. Ça veut dire que tu es encore vivant. Je n'ai pas répondu.
mais ces mots sont restés à tourner en moi comme une graine jetée sur une terre dure. Je suis retourné dans la chambre, je me suis recouché, mais cette fois je n'ai pas demandé à mourir. J'ai juste demandé à me réveiller et à trouver une raison de continuer. Une raison qui ne soit ni Nathalie, ni Geneviève, ni le passé. Une raison nouvelle. Une raison à moi. J'ai fermé les yeux et j'ai dormi profondément, sans rêve. Et quand je me suis réveillé, il y avait de la lumière. René respirait encore. Et moi aussi. Et ça, pour l'instant, c'était suffisant. Je me suis réveillé avec le soleil sur le visage. Tout me faisait mal, le dos, les genoux, l'âme. Mais j'étais vivant. Je me suis levé, je suis allé à la salle de bain, j'ai jeté de l'eau froide sur mon visage, je me suis regardé dans le miroir, j'étais toujours vieux. Mais je n'avais plus l'air d'un vieux vaincu, juste fatigué. Je suis sorti de la chambre. René était déjà debout. Il était dans la cuisine à préparer le café. Il marchait lentement en se tenant aux meubles. « Bonjour », j'ai dit. Il s'est retourné, a souri. « Bonjour, tu as dormi ?» J'ai acquiescé. Mieux que je ne pensais. Il a versé le café dans 2 tasses. « Parfait. Aujourd'hui, on va à la boulangerie. J'ai besoin de pain, et toi, tu as besoin d'air. » Je n'ai pas discuté, j'ai juste hoché la tête parce qu'il avait raison. Petit déjeuner en silence. Pain passé au grille-pain avec du beurre. Café fort, amer, simple, parfait. Quand on a terminé, René s'est levé. « Allons-y. » On est sorti. La rue était calme. Le soleil encore bas, frais. On a marché 3 pâtés de maison, René avec sa canne, moi à côté, l'œil sur le moindre faux pas. On est arrivé à la boulangerie. Boulangerie Saint-Joseph, l'enseigne déjà usée. On est entré, et là se trouvait Madame Colette, une femme d'environ 60 ans, tablier blanc, sourire chaleureux. Elle nous a vus entrer, et s'est figée. Monsieur Fournier. Dans sa voix, il y avait de la surprise, de l'étonnement. Et autre chose que je n'ai pas compris sur le moment, mais qui est devenu clair après, c'était de la pitié. « C'est bien moi, Madame Colette », j'ai répondu. Elle s'est approchée, mais ne m'a pas embrassé comme je l'imaginais. Elle m'a juste regardé de haut en bas. « Qu'est-ce que vous faites par ici ?» Le ton était étrange, prudent, comme quelqu'un qui marche sur du verre cassé. « Il reste chez moi quelques jours. » René est entré dans la conversation. Madame Colette a hoché la tête lentement, a continué à me fixer et puis a lâché « Monsieur Fournier, votre fille sait que vous êtes ici ?» Je me suis figé. « Non, pourquoi ?» Madame Colette a échangé un regard avec René. « Elle est venue ici il y a environ 2 ans. Elle a demandé de vos nouvelles. J'ai dit que je ne vous avais pas vu. J'ai fait une tête dubitative. « Nathalie est venue ici ?» Madame Colette a confirmé. « Elle a dit que vous aviez fugué, que vous aviez des problèmes de tête, que si je vous voyais, il fallait l'appeler tout de suite. » J'ai senti un froid remonter le long de ma colonne vertébrale. « Quoi ?» Madame Colette a baissé les yeux. « Je ne l'ai pas cru. Vous ne m'avez jamais semblé avoir des problèmes de jugement, mais elle a insisté, elle a laissé son numéro, elle a dit que vous étiez dangereux, que vous pouviez vous perdre, qu'il fallait vous ramener. » René m'a serré le bras, mais j'étais raide. Je n'arrivais pas à bouger ni à respirer correctement. C'était il y a 2 ans, j'ai dit presque sans voix. Madame Colette a confirmé. « Oui, vous habitiez encore chez elle, n'est-ce pas ?» J'ai fait oui de la tête. Et là, j'ai compris. Nathalie voulait se débarrasser de moi depuis longtemps. Elle y pensait depuis des années. Elle attendait juste le bon moment. Et ce moment est arrivé samedi dernier quand elle m'a dit de partir, quand elle a mis en œuvre un plan qu'elle mijotait doucement. « Monsieur Fournier, vous allez bien ?» a demandé Madame Colette. Je n'allais pas bien, mais j'ai répondu d'un hochement de tête. « Oui, merci de me l'avoir dit. » Elle a expiré. Je ne savais pas si je devais en parler, mais j'ai pensé que vous deviez savoir. On a acheté du pain. René a payé. On est sorti, on est rentré en silence. Moi, à l'intérieur, j'assemblais les pièces du puzzle. Nathalie ne m'avait pas mis dehors sur un coup de tête. Ce n'était pas une crise du moment. C'était pensé, calculé, froid. Elle voulait déjà que je disparaisse depuis longtemps. Et elle a fini par réussir. Et moi, comme un idiot, je croyais encore être aimé, je croyais encore être son père. Mais non, j'étais juste un problème qu'elle repoussait à plus tard jusqu'à ne plus pouvoir.
On est arrivé à la maison, on est entré, je me suis assis sur le canapé. J'ai mis ma tête entre mes mains. René s'est assis à côté de moi. « Marcel, ne dis rien », j'ai demandé. « Ne dis rien. » On est resté comme ça, en silence, jusqu'à ce que le téléphone de René sonne. Il a regardé l'écran, a froncé les sourcils, numéro inconnu. Il a répondu. « Allô ?» J'ai entendu une voix de femme de l'autre côté, jeune, affolée. René m'a regardé. « C'est pour toi. » Il m'a passé le téléphone. « Allô ?»« Papy. » C'était Chloé, ma petite fille, mais sa voix était différente, brisée. « Chloé, qu'est-ce qui se passe ?»« Papy, je me suis enfui. » J'ai senti mon cœur s'arrêter une seconde. « Quoi ?»« Je me suis enfui de la maison, je n'en peux plus de maman. Je la déteste, papy, je la déteste. » Elle pleurait. Je me suis levé. « Chloé, tu es où ?»« À la gare de Perrache. » J'ai pris de l'argent dans ma tirelire, j'ai acheté un billet. Je viens vers toi. « Comment tu as su où j'étais ?» j'ai demandé. J'ai demandé à Yannick, le chauffeur du C3. Il m'a dit. J'ai fermé les yeux. « Chloé, tu dois rentrer chez toi. »« Non, je ne rentre pas. Maman m'a frappé, papy. Elle m'a frappé parce que je t'ai défendu. » J'ai senti un feu monter, sec, dans ma poitrine, de la rage pure. « Elle a levé la main sur toi ?»« Oui. » Je lui ai dit que tu es un homme bon, qu'elle n'avait pas le droit de te mettre dehors. Elle m'a frappé. Elle a dit que j'étais une ingrate, que je ne connaissais rien à la vie. Si tu écoutes mon histoire, laisse un commentaire pour dire d'où tu regardes. Parfois, c'est bon de savoir qu'on n'est pas seul. Chloé, le train est déjà parti ? Oui, j'arrive dans 1 heure. J'ai regardé René. Il a fait oui de la tête, comme pour dire « laisse-la venir ». J'ai soupiré. D'accord. Viens. Mais après, on parle à ta mère. Je ne veux pas lui parler, papy. Chloé, elle t'a chassé, elle t'a humilié et je ne lui pardonnerai jamais. Elle a raccroché. Je suis resté avec le téléphone à la main. René m'a dévisagé. Qu'est-ce qui s'est passé? Chloé s'est enfuie de chez elle. Elle arrive ici. Nathalie l'a frappée. René a fermé les yeux. Mon Dieu, j'ai secoué la tête. Ça va encore empirer. 1 heure plus tard, Chloé est arrivée. Elle a frappé à la porte, j'ai ouvert et elle était là. Ma petite fille. 16 ans, maigrichonne, les cheveux tout ébouriffés, un sac à dos sur les épaules et un bleu sur le bras. Je l'ai serrée fort. Elle s'est accrochée à moi et s'est effondrée. Papy, pardonne-moi. Pardonne-moi tellement. Tu n'as pas à demander pardon pour quoi que ce soit, ma chérie. Tu n'as rien fait de mal. J'aurais dû te défendre avant. J'aurais dû dire quelque chose quand elle t'a mis dehors. C'est Chloé, tu n'as pas à me défendre. C'est moi l'adulte ici. Elle s'est écartée un peu, m'a regardé avec ses yeux pleins d'eau. Mais elle n'a pas ce droit, papy. Elle n'a pas le droit de te traiter comme ça. J'ai acquiescé. Je sais. Mais c'est fait. Maintenant, tu es là et c'est ça qui compte. Chloé a salué René. Il l'a accueilli avec un sourire doux. Elle s'est assise sur le canapé. Je lui ai fait une tisane. Je lui ai fait griller du pain. Elle a mangé lentement. Et puis le téléphone de René a sonné de nouveau. Cette fois, le nom sur l'écran était clair. Nathalie. René m'a regardé. Je réponds? J'ai gonflé ma poitrine. Réponds! Il a répondu et mis le haut-parleur. La voix de Nathalie a explosé de l'autre côté, hurlant, désespérée, pleine de haine. « Où est ma fille, René? Si mon père est là avec elle, je jure que j'appelle la police. Tu vas me la rendre tout de suite. » Chloé s'est raidie. J'ai posé ma main sur son épaule et puis j'ai parlé calme, ferme. « Nathalie, c'est moi !» Silence de l'autre côté. Puis sa voix est venue, crispée, féroce. « Papa, rends-moi ma fille. » Elle va bien. Elle est avec moi et elle va rester ici jusqu'à ce que tu te calmes. Tu n'as pas ce droit. Toi non plus, tu n'avais pas le droit de lever la main sur elle. Encore un silence, et puis sa voix tremblante. Elle t'a raconté? Oui, elle m'a raconté. Papa, je ne voulais pas. Si, tu voulais, et tu l'as fait. Maintenant, tu vas devoir faire avec les conséquences. Quelles conséquences? Chloé reste avec moi, au moins pour l'instant. Et toi, tu vas avoir le temps de réfléchir à ce que tu m'as fait à elle, à tout le monde. J'ai raccroché.
Nathalie a rappelé, je n'ai pas répondu. Elle a rappelé encore 5 fois. J'ai éteint le téléphone. J'ai regardé Chloé. Elle me fixait, les yeux pleins de larmes. Merci, papy. J'ai acquiescé, et pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à une raison de continuer. Protéger ma petite fille, même si c'était d'elle-même, de sa propre mère. Cette nuit-là, Chloé a dormi sur le canapé. René a prêté la couverture. Je suis resté éveillé, assis dans la cuisine, regardant par la fenêtre. Le sommeil ne venait pas. Je pensais à Nathalie, à la façon dont elle avait parlé au téléphone, désespérée, furieuse, mais sans une once de regret. Jamais de regret. Vers 3 heures du matin, le téléphone de René a sonné de nouveau. Il dormait profondément. J'ai répondu. « Allô ?» Silence. Et puis, une voix que je n'avais pas entendue depuis des années. « Marcel. » C'était Monique, ma sœur cadette, 68 ans. Elle habitait en Bourgogne. Depuis que Geneviève était morte, on ne se parlait presque plus. « Monique. Dieu merci. Nathalie m'a appelé. Elle dit que tu t'es enfui, que tu as abandonné la maison, que tu es confus, dangereux. » J'ai fermé les yeux. Je ne suis pas confus, Monique. Je sais, c'est pour ça que je t'appelle. Nathalie raconte des choses horribles. Elle dit que tu l'as maltraitée, que tu as volé de l'argent, que Chloé est en danger avec toi. J'ai senti quelque chose craquer à l'intérieur. Quoi? Ma voix est sortie plus forte que je ne voulais. Chloé a bougé sur le canapé. J'ai baissé le ton. Monique, c'est elle qui m'a mis dehors. Elle m'a dit que j'étais son stress, que je devais partir. Et je suis parti. De l'autre côté, Monique a sangloté. « Je sais, mon frère, je sais. Je t'appelle justement pour ça. Parce que tu dois savoir ce qu'elle raconte. Elle réécrit tout. Elle a appelé plein de monde. Les voisins, les gens du travail. Elle a même appelé Gérard. Mon corps entier s'est raidi. Gérard? Elle a appelé. Elle a raconté que tu avais perdu la tête, que tu avais besoin d'un psychiatre, que Chloé était ensorcelée par toi. Je n'arrivais pas à le croire. Et en même temps, si, parce que c'était bien Nathalie. Quand quelque chose lui échappait, elle changeait la version. Monique, tu l'as cru? Le silence a duré, ça faisait mal. Au début, oui. J'ai pensé, mon frère est vieux. Peut-être qu'il est vraiment confus. Mais après, j'ai appelé Bernard, ton voisin. Il m'a tout raconté. Il m'a parlé du dîner, de ce que Nathalie t'a dit, de comment tu es parti avec juste un sac à la main. Et là, j'ai compris. Ma nièce t'a mis dehors et maintenant elle ment pour ne pas passer pour la méchante. J'ai ressenti un étrange soulagement. Au moins quelqu'un me croyait encore. Merci, Monique. Ne me remercie pas. C'est moi qui aurais dû t'appeler avant, te demander comment tu allais. Mais j'étais fatigué, malade aussi, et j'ai pensé que Nathalie s'occupait de toi. Elle ne s'occupait pas de moi, Monique. Elle me supportait jusqu'à ne plus pouvoir. Ma sœur a pleuré. Pardonne-moi, mon frère, de ne pas avoir été là. Tu n'as pas besoin de demander pardon. Personne n'a besoin. J'avais juste besoin que quelqu'un entende la vérité. Je l'entends, et je vais la raconter à tout le monde. Je vais appeler Nathalie et lui dire en face que c'est une menteuse, que ce qu'elle a fait est mal. Non, Monique, ne fais pas ça. Pourquoi pas? Parce que ça ne fera que jeter de l'huile sur le feu. Laisse-la avec ses versions. Je n'ai plus besoin qu'on me croie. J'ai besoin de tranquillité. Monique a soupiré. D'accord. Mais mon frère, viens chez moi, s'il te plaît. Ne reste pas là-bas. Ici, je peux prendre soin de toi. Ici, je vais bien, Monique. René prend soin de moi. Le silence est revenu. Puis Monique a lâché quelque chose qui m'a glacé le sang. Marcel, Gérard veut te parler aussi. Je suis resté muet. Gérard, mon frère cadet, 72 ans, 8 ans sans échanger un mot. Depuis la mort de notre mère, depuis la dispute pour la maison, lui voulait vendre, moi je voulais garder. J'avais pris soin d'elle jusqu'à la fin. On s'était violemment disputé. Il avait déversé tout ce qu'il gardait depuis toujours. Tu as toujours été le chouchou, toujours toi ceci, toi cela. Je n'ai jamais rien été pour cette famille. Il avait raccroché au nez et n'avait plus jamais repris contact, jusqu'à maintenant. Je ne veux pas lui parler, j'ai répondu. Marcel. Il est malade. Son cancer s'est propagé. C'est pour ça qu'il veut te parler avant qu'il soit trop tard.
J'ai senti un froid dans l'estomac. Malade comment? Le cancer s'est propagé, c'est pour ça qu'il veut te parler avant qu'il soit trop tard. Je suis resté sans réponse, la langue lourde. Gérard malade, au bord de la faim, comme René, comme Geneviève, comme tous ceux qui étaient restés derrière. « Marcel, donne-lui une chance, s'il te plaît », a insisté Monique. Il a dit qu'il s'en voulait. Il m'a dit en pleurant, « Je veux demander pardon à Marcel avant de partir. S'il te plaît, mon frère, parle-lui. » J'ai fermé les yeux, inspiré lentement. « D'accord, dis-lui de m'appeler. » J'ai senti le soulagement dans sa voix. « Merci, merci, mon frère. Mais Monique, s'il vient avec ses histoires, ses petits jeux, je lui raccroche au nez. Il ne le fera pas, je te le promets. » On a terminé l'appel. Je suis resté assis, regardant le téléphone. Qu'est-ce que Gérard pouvait dire après 8 ans qui changerait quelque chose? Le lendemain matin, pendant qu'on prenait le petit déjeuner, quelqu'un a frappé à la porte. René est allé ouvrir. C'était une femme, environ 38 ans, mince, visage fatigué, cheveux attachés en chignon simple. « Monsieur Blanchard ?» Il a confirmé. « Je suis Fatima, Fatima Ben Saïd. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. » René a fait une tête de quelqu'un qui fouille dans sa mémoire, puis il a trouvé. « La dame qui travaillait chez Nathalie. » Elle a acquiescé. « Oui, il est là. » René s'est tourné vers moi, m'a regardé comme pour demander « Alors, tu veux voir cette personne ?» Je me suis levé. Je suis allé à la porte et quand je l'ai vue, quelque chose m'a serré le cœur parce que Fatima avait toujours été correcte avec moi. Elle me traitait avec respect, m'écoutait, et Nathalie l'avait renvoyée sans explication. Fatima, elle m'a vu. Ses yeux se sont remplis d'eau. Monsieur Fournier. Dieu merci. Elle est entrée, s'est assise. Je lui ai servi un café. Sa main tremblait. Monsieur Fournier, j'ai essayé de vous trouver. J'ai appelé chez vous, Nathalie m'a bloqué. J'ai envoyé un message à Chloé. Elle m'a dit que vous étiez parti. Alors j'ai trouvé le numéro de Monsieur Blanchard sur un vieux papier que j'avais gardé. René a fait oui de la tête. Elle m'a appelé il y a 2 jours. Je lui ai dit que tu étais ici. Fatima s'est tournée vers moi. J'ai besoin de vous dire quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a des mois, mais j'avais peur. Mon corps entier s'est tendu. Quoi? Elle a rempli ses poumons. Nathalie m'a demandé de vous donner les mauvais médicaments, de mélanger les doses, de vous faire dormir plus, de ne pas vous appeler à l'heure des repas. Elle disait, plus il dort, moins il dérange. J'ai senti comme si on m'avait jeté de l'eau glacée dessus. Quoi? Fatima a confirmé, en pleurant. Je ne l'ai pas fait, monsieur Fournier. Je vous jure que je ne l'ai pas fait. C'est pour ça qu'elle m'a renvoyé. Parce que j'ai refusé. Je lui ai dit, Madame, c'est de la maltraitance. Je ne peux pas faire une chose pareille. Alors, elle m'a crié dessus. Elle a dit que je ne comprenais rien, que son père était un manipulateur, que j'étais une idiote. Et elle m'a mise dehors, sans me payer les 2 dernières semaines. René a posé sa main sur mon épaule. Je n'arrivais pas à parler ni à respirer correctement. Nathalie ne m'avait pas seulement expulsé. Elle avait essayé de me droguer, de me garder éteint pour que je ne dérange pas, pour que je n'existe pas. Monsieur Fournier, j'ai gardé les messages. Si vous avez besoin, je peux vous les montrer. Chloé, qui avait tout écouté depuis le canapé, s'est levée, est venue vers moi, m'a serré dans ses bras. « Papy, pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne savais pas. » Je l'ai serré fort. « Ce n'est pas ta faute, ma chérie. Rien de tout ça n'est ta faute. » Fatima a essuyé ses larmes. « Il y a autre chose. Nathalie vendait vos médicaments, ceux qui restaient. Elle les vendait sur Internet pour se faire de l'argent en plus. Et les lettres de la banque, elle les cachait. Vous recevez votre retraite tous les mois, monsieur Fournier. Elle arrive bien, mais elle ne vous la donnait jamais. Elle la prenait pour elle. J'ai senti de la rage, une rage propre. Pas pour l'argent, mais pour la trahison, le mensonge, le mépris. Pourquoi tu me racontes tout ça maintenant? Fatima m'a regardé en face. Parce que quand j'ai su que Chloé était ici, j'ai compris que les choses allaient exploser pour de bon. Et vous devez savoir à qui vous avez affaire. Nathalie ne va pas lâcher. Elle va venir, elle va pleurer, elle va s'excuser, elle va jouer la victime, mais elle ne va pas changer. Parce que dans sa tête, elle n'a rien fait de mal.
Elle pense que le problème, c'est vous, et elle pensera toujours ça. Et à cet instant, avec Fatima devant moi, Chloé collée à mon côté et René à portée de main, j'ai compris. Il n'y avait plus de retour possible. Ma fille m'avait trahi de façon que je n'imaginais même pas. Et je n'arrivais plus à pardonner, parce que pardonner quelqu'un comme ça, ce serait me tourner le dos à moi-même. Fatima est restée encore 2 heures. Elle m'a montré les messages, des conversations avec Nathalie, les ordres, les menaces. Si tu racontes quoi que ce soit à mon père, je te fais un procès. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre avec un vieux à la maison. Fais ce que je te dis ou cherche un autre travail. J'ai lu chaque phrase et chacune faisait l'effet d'un coup de poignard. Chloé aussi a lu et elle a pleuré. Maman, comment elle a pu? Je n'avais pas de réponse parce que moi non plus je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à assembler dans ma tête comment ma fille, cette petite fille que j'avais portée dans mes bras, emmenée à l'école, consolée pendant les nuits de fièvre, était devenue ça. Quelqu'un capable de me blesser sans remords. Quand Fatima est partie, je suis resté assis sur le canapé, Chloé à côté de moi, René dans son fauteuil. Personne ne disait rien. Jusqu'à ce que Chloé parle, « Papy, il y a autre chose que tu dois savoir. » Je l'ai regardée. « Quoi ?» Elle s'est levée, est allée jusqu'à son sac à dos, en a sorti un vieux cahier, couverture usée, page jaunie. J'ai trouvé ça dans la chambre de maman. C'était caché tout au fond de l'armoire. Je crois que c'était à mamie. Elle me l'a tendu. Je l'ai pris. Ma main tremblait. C'était le journal de Geneviève. J'ai reconnu tout de suite l'écriture et l'odeur. Odeur de lavande, son odeur. « Tu l'as lu ?» j'ai demandé. Chloé a secoué la tête. « Non. J'ai senti que je ne devais pas, que c'était à toi. » J'ai ouvert le journal. Les premières pages étaient anciennes, de plusieurs décennies, des notes simples. Aujourd'hui, Marcel m'a apporté des fleurs. Nathalie a fait ses premiers pas. On est allé au cinéma, on a beaucoup ri. Des choses légères, des choses bonnes. Mais vers la fin, les lignes changeaient de ton. Elles devenaient lourdes, tristes. Nathalie est différente. Elle ne sourit plus comme avant. J'ai demandé si tout allait bien. Elle m'a crié dessus, m'a dit de ne pas me mêler de sa vie. Marcel ne voit pas, mais moi si. Notre fille s'en va de nous, de l'intérieur. J'ai tourné quelques pages et je suis arrivé à la dernière note, 3 jours avant que Geneviève ne meure. Ce que j'ai lu là m'a déchiré en 2. J'ai continué. Une autre entrée, 2 ans avant son départ. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Marcel. Nathalie n'est pas venue. Elle a appelé. Elle a dit qu'elle était débordée au travail. Mais j'ai entendu des rires derrière. Elle était dans un bar avec des amis et elle a préféré ça à être avec son père. Marcel a fait semblant que ça ne le touchait pas, mais j'ai vu. J'ai vu comment son regard s'est éteint quand il a raccroché et je n'ai pas su quoi dire. Parce que, qu'est-ce qu'on dit à un homme que sa propre fille a oublié? J'ai tourné la page. Nathalie est passée aujourd'hui, mais pas pour nous voir, pour demander de l'argent, encore une fois. Marcel a donné tout ce qu'il avait de côté. Et elle n'a même pas dit merci. Elle a juste pris l'enveloppe et elle est partie. Et je me suis demandé, quand est-ce qu'elle est devenue comme ça? C'est notre faute ou il y a des gens qui naissent simplement sans savoir aimer? Aujourd'hui, Nathalie est venue à l'hôpital, pas pour me voir, pour demander combien de temps il me restait. J'ai dit, peu des semaines, peut-être des jours. Elle a soupiré, pas de tristesse, de soulagement, comme quelqu'un qui se débarrasse d'un poids. Puis elle a demandé, « Et papa, il va s'en sortir tout seul ?» J'ai dit, « Ton père ne sera pas seul, il t'aura, toi. » Elle a ri d'un rire amer. « Maman, je ne peux pas m'occuper de papa, j'ai ma vie, mon travail, ma fille, je ne peux pas. » J'ai dit, « C'est ton père, Nathalie, il a besoin de toi. » Elle m'a regardé. « Maman, je ne l'ai pas choisi, lui. C'est vous qui m'avez choisi, mais moi, je n'ai pas choisi ça. » Et elle est partie sans baiser, sans câlin. Et je suis resté là, dans ce lit d'hôpital, sachant, ma fille va rejeter son père, et je ne peux pas l'empêcher. J'ai fermé le journal un instant. Ma main tremblait. Chloé a demandé, « Qu'est-ce qui est écrit, papy ?» Ma voix ne sortait pas. Je lui ai tendu le cahier. Elle a lu. Elle a porté la main à sa bouche. Non. Ce n'est pas possible. René aussi a lu. Il a secoué la tête.
Geneviève avait tout vu. J'ai acquiescé. Elle savait, et elle n'a pas pu empêcher. Chloé a pleuré. Papy, pardonne-moi. Pardonne-moi pour elle. Je l'ai serrée dans mes bras. Tu n'as pas à demander pardon pour quoi que ce soit, mon amour. Tu n'es pas ta mère. Tu es une autre personne. Elle s'est accrochée à moi. Je ne t'abandonnerai jamais, papy. Jamais. Et je savais que c'était vrai, parce que Chloé avait le cœur de Geneviève, pas celui de Nathalie. J'ai continué la lecture. Il y en avait plus, une feuille volante, écrite d'une écriture tremblante, comme si Geneviève avait à peine la force de tenir le stylo. « Marcel, si tu lis ceci, c'est que je suis déjà parti, et c'est que quelque chose a mal tourné, quelque chose que je craignais. Nathalie t'a rejeté. Je le sais. J'ai vu ça arriver. Je l'ai vu pendant des années, dans la façon dont elle te regardait, dans son soupir quand tu parlais, dans sa façon d'éviter de te serrer dans ses bras. J'ai essayé de discuter, j'ai essayé de lui faire comprendre, mais elle n'a pas voulu. Alors maintenant, mon amour, je te demande, ne reviens pas. Si elle te met dehors, ne reviens pas. Ne supplie pas, ne t'humilie pas, parce que Nathalie ne sait pas aimer, et toi, tu mérites d'être aimé. » Les larmes tombaient sur le papier, brouillant l'encre. Ta place n'est pas avec elle. Ta place est là où on t'accueille à bras ouverts, là où tu n'as pas besoin de t'excuser d'exister, là où tu n'es pas un poids. Cherche René. Il a toujours été ton vrai frère, plus que Gérard, plus que n'importe qui. Cherche-le, reste avec lui. Et vis, Marcel. Vis sans culpabilité, sans honte, sans demander pardon d'avoir vieilli. Vieillir n'est pas un crime, c'est un privilège. Et tu mérites de vivre ça en paix. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Et où que je sois, je veillerai sur toi. Geneviève. J'ai fermé le journal. Je l'ai serré contre ma poitrine. Et j'ai pleuré, comme je n'avais pas pleuré depuis son enterrement, parce que Geneviève m'avait vu, m'avait compris. Et elle me donnait la permission d'être heureux sans Nathalie. Chloé m'a serré dans ses bras. René a posé sa main sur mon épaule. On est restés comme ça, tous les trois, dans cette vieille maison avec ce vieux cahier et ces vieilles vérités qui sortaient enfin de l'obscurité. Au bout d'un moment, les pleurs se sont calmés. Je me suis essuyé le visage et j'ai dit « Geneviève avait raison, je ne vais pas revenir. » Chloé a acquiescé. « Tu n'as pas besoin de revenir, papy. Tu peux rester ici, avec moi, avec Monsieur Blanchard. » René a souri. « Cette maison est à toi, Marcel, aussi longtemps que tu en auras besoin. » J'ai acquiescé. Et pour la première fois depuis bien des jours, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Ce n'était pas encore de la joie, non, mais c'était un début. La certitude qu'il valait encore la peine de continuer, que Geneviève, de là où elle était, n'avait pas arrêté de veiller sur moi. Cet après-midi-là, quelqu'un a frappé à la porte. René est allé ouvrir. Et là, j'ai entendu une voix grave, rauque, familière. « Marcel est là. » René s'est tourné vers moi, m'a regardé comme pour demander « Alors, tu veux voir cette personne ?» Je me suis levé, je suis allé à la porte, et là se tenait Gérard, mon frère, 72 ans, mais avec une tête de 90. Maigre, très maigre, jaune, cerne profond, une canne à la main, des vêtements trop larges sur son corps. Quand il m'a vu, ses yeux se sont embués aussitôt. Marcel. Je n'ai pas répondu, j'ai juste fixé et attendu, parce que cette fois, ce n'était pas à moi de faire le premier pas. C'était à lui de le faire. Gérard a baissé le regard. « Je peux entrer ?» René m'a regardé. J'ai fait oui de la tête. Gérard est entré, s'est assis sur le canapé. Je suis resté dans le fauteuil en face de lui. Chloé était dans la cuisine, René aussi, laissant de l'espace. Gérard a respiré profondément. « Je suis venu te demander pardon. » Je suis resté silencieux. J'ai juste attendu. Il a continué. « Ce que je t'ai dit il y a 8 ans, c'était mal. Très mal. J'étais plein de rage, de rancœur, de jalousie. Maman a toujours été plus proche de toi et je n'ai jamais digéré ça. Mais ça n'excuse rien. C'est toi qui as pris soin d'elle, toi qui t'es sacrifié, et moi, je ne voulais que l'argent. » Sa voix s'est brisée. Et maintenant, je suis en train de mourir et j'ai réalisé que j'avais jeté 8 ans. Des années où j'aurais pu être avec toi, où j'aurais pu être ton vrai frère.
J'ai senti un pincement dans la poitrine. Ce n'était pas encore le pardon, mais c'était quelque chose, de la compréhension peut-être, parce que Gérard aussi était seul, avait aussi peur, faisait aussi face à la mort sans personne à ses côtés. « Pourquoi tu viens seulement maintenant ?» J'ai insisté. Il m'a regardé. « Parce que Monique m'a raconté ce que Nathalie t'a fait, et je me suis reconnu en elle. » La même cruauté, le même égoïsme, la même difficulté à aimer. Et je ne veux pas mourir en lui ressemblant, je ne veux pas mourir en te haïssant. J'ai dégluti. Les mots semblaient sincères. Ils semblaient « Marcel, donne-moi une chance. Juste une. Laisse-moi essayer de réparer. Laisse-moi prendre soin de toi. » Chloé est sortie de la cuisine, m'a regardé, les yeux disant « Papy, fais attention. » Mais Gérard avait l'air vraiment brisé. « Je ne sais pas, Gérard. J'ai besoin de réfléchir. » Il a acquiescé. « D'accord, prends ton temps, mais réfléchis, s'il te plaît. » Il s'est levé, s'est dirigé vers la porte, et avant de sortir, il s'est retourné. « Ah, il y a autre chose. » Le ton a changé. Il est devenu plus dur, plus calculé. « Quoi ?» j'ai demandé. Il a hésité, puis a lâché. « J'ai besoin que tu me pardonnes officiellement chez le notaire, parce qu'il y a encore un héritage de maman, une propriété en Bourgogne. Si tu signes la réconciliation, on peut vendre et partager. » Je suis resté glacé, René aussi. Chloé a serré le poing. « Quoi ?» C'est sorti de ma bouche tout bas, mais tranchant. Gérard a levé les mains. « Ce n'est pas ce que tu crois, c'est juste une exigence du notaire. On doit être d'accord pour vendre. Il a dit que s'il y a une réconciliation enregistrée, tout avance plus vite. » J'ai planté mon regard dans le sien. « Gérard, tu es venu pour moi ou pour l'argent ?» Il s'est raidi. « Je suis venu pour toi. » L'argent, c'est juste un détail en suspens. Non. Ma voix est sortie ferme. Tu es venu pour l'argent. Ce discours sur le cancer, le pardon, la grande maison, c'était pour m'amener chez le notaire. Il a pâli. Non, Marcel, Va-t'en. Marcel, s'il te plaît. Va-t'en, Gérard. Maintenant. Il est resté à me sonder, cherchant une faille, mais il n'y en avait pas, parce que j'avais déjà vu ce film avec Nathalie, avec Thierry, avec tant d'autres. Marcel, excuse-moi. Tu n'es pas désolé. Tu es frustré parce que ton plan n'a pas marché. Il a pincé les lèvres et il est parti. La porte s'est fermée. Je suis resté là, debout, avec un sentiment étrange. Ce n'était ni douleur, ni fureur. C'était du soulagement, parce que cette fois, je n'étais pas tombé dans le piège. Cette fois, j'avais vu le trou avant d'y mettre le pied. Chloé est venue en courant. « Papy, tu as bien fait. » J'ai acquiescé. « Je sais, ma chérie, je sais. » Je me suis assis. Ma main tremblait, mais ce n'était pas de la peur. C'était de la rage mêlée à autre chose, une sorte de fierté. Parce que pour la première fois de ma vie, j'avais dit non à quelqu'un qui voulait profiter de moi. Geneviève disait toujours « Marcel, tu es trop bon. » Et les gens le voient et en profitent. Et je répondais « Mais c'est ma famille, mon amour. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Elle me regardait, triste. « Je veux que tu te valorises, que tu comprennes que tu n'as pas besoin de te donner entièrement pour être aimé. » J'ai fermé les yeux. J'ai pensé tout bas. J'ai appris, Geneviève. Il m'a fallu 79 ans, mais j'ai appris. René s'est approché. « Cet homme ne changera pas, je sais. Mais toi, tu as changé. » Je l'ai regardé. « Comment ça ?» Il a souri. « Il y a une semaine, tu aurais dit oui, par peur de blesser, de mal paraître, de rester seul. Maintenant, tu as dit non, parce que tu sais que tu mérites mieux. » J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. Il avait raison, je n'étais plus ce vieux courbé, acceptant tout pour ne pas être jeté. J'étais devenu quelqu'un qui comprenait sa propre valeur, qui savait qu'il vaut mieux être seul que mal entouré. Et cette simple prise de conscience m'a donné une force que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. On s'est assis. Chloé a refait du café. Et pendant qu'on le buvait, on a entendu du bruit dehors. Moteur, sirène. On s'est regardé. René a froncé les sourcils. « C'est quoi ce boucan ?» Il est allé à la fenêtre et, la voix lourde, a annoncé « C'est la police ». Mon cœur s'est glacé. « Quoi ?» Chloé a couru vers la vitre.
Papy, il y a 3 voitures. Je me suis levé, je suis allé à la porte. J'ai ouvert, et là, il y avait 3 voitures de police, gyrophares allumés. 6 policiers sont descendus. L'un d'eux, la quarantaine environ, uniforme impeccable, s'est dirigé vers moi. « Vous êtes monsieur Marcel Fournier ?» J'ai acquiescé, la bouche sèche. « Oui. » Il a sorti un carnet de notes. « Nous avons une plainte pour enlèvement de mineurs. Chloé Morel. Elle est ici ?» J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Enlèvement. Le policier a confirmé d'un hochement de tête. « Votre fille, Nathalie Morel, a déposé plainte. Elle dit que vous avez retiré la mineure du domicile sans autorisation, que vous la retenez ici contre sa volonté. » Chloé est sortie de l'intérieur, les yeux pleins de larmes. C'est un mensonge. C'est moi qui me suis enfui. Mon grand-père ne m'a pas enlevé. Le policier l'a regardée. « Mademoiselle, vous êtes Chloé Morel ?» Elle a fait oui de la tête. « Oui, je suis là de mon plein gré. Ma mère m'a frappé, m'a humilié. Et j'ai décidé de partir. » Le policier a noté, a regardé son collègue. « Nous allons devoir vous entendre, monsieur Fournier, et la mineure également. Vous allez devoir nous accompagner au commissariat pour faire une déposition. » René est sorti jusqu'au portail. « Monsieur l'agent, cet homme n'a enlevé personne. La jeune fille est arrivée ici toute seule, je l'ai vue. » Le policier s'est tourné vers lui. « Et vous êtes ?»« René Blanchard, propriétaire de la maison. » Le policier a acquiescé. « Vous aussi, vous devrez faire une déposition. » Chloé m'a attrapé le bras. « Papy, ne les laisse pas me ramener chez elle. » Je l'ai serré. « Je ne laisserai pas, mon amour. » Mais à ce moment-là, une voiture s'est arrêtée derrière les véhicules de police. C'était Nathalie. Elle est descendue, échevelée, les yeux gonflés, les vêtements froissés, et s'est dirigée vers nous. Quand elle m'a vu, elle a hurlé « C'est lui! C'est ce vieux qui a volé ma fille !» Le policier a levé la main. « Madame, calmez-vous. » Mais elle ne s'est pas calmée. Elle a continué à crier « Il ne va pas bien dans sa tête. Il est dangereux. Rendez-moi ma fille tout de suite. » Chloé s'est recroquevillée derrière moi, tremblante. Le policier m'a dévisagé. « Monsieur Fournier, vous allez devoir nous accompagner. » J'ai fait oui de la tête. « D'accord, mais Chloé vient avec moi. Je ne la laisse pas avec sa mère. » Nathalie a fait un pas en avant, éperdue. « Chloé est ma fille, pas la vôtre. » Le policier s'est placé entre nous. « Madame, tout le monde va au commissariat. On règle ça là-bas. » Nathalie m'a regardé avec haine, de la haine pure. Et j'ai compris, là, debout devant ce portail, ma fille ne m'avait pas seulement mis à la rue, n'avait pas seulement menti. Maintenant, elle m'accusait d'un crime. Tout ça pour reprendre le contrôle, pour gagner, pour me voir revenir à genoux. Mais cette fois, ça n'allait pas marcher, parce que cette fois, j'avais des témoins, j'avais Chloé, j'avais René, j'avais la vérité. Et pour la première fois, la vérité était de mon côté. On nous a mis dans les voitures de police. Moi dans une, Chloé dans une autre, Nathalie dans une troisième. René a demandé à venir avec moi. Le policier a accepté. Sur le trajet, personne n'a rien dit. Je regardais par la fenêtre, voyais la ville défiler et je pensais, comment on en est arrivé là? Comment une famille se détruit comme ça? On est arrivé au commissariat, vieux bâtiment, murs qui s'écaillent, odeur de moisi. On nous a fait entrer. On m'a emmené dans une salle, Chloé dans une autre, Nathalie dans une autre. Un enquêteur est apparu. Un homme d'une 50aine d'années, tête fatiguée, cravate de travers. « Monsieur Fournier, racontez-moi ce qui s'est passé. » J'ai respiré profondément et j'ai tout raconté, depuis le dîner. La phrase, le sac, le départ, l'arrivée de Chloé. Il notait sans se presser, sans faire la grimace, sans me couper. Quand j'ai terminé, il a demandé « Vous avez des témoins ?» « Oui. » René, Fatima, l'ancienne employée, Yannick, le chauffeur de bus, Madame Colette de la boulangerie. Il a hoché la tête. « On va entendre tout le monde. En attendant, restez ici, s'il vous plaît. » Il est sorti. Je suis resté seul dans cette salle glaciale. Table en métal, 2 chaises, mur gris, une petite fenêtre avec des barreaux. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti comme un criminel, comme si j'avais fait quelque chose de très mal. Mais je n'avais rien fait. J'avais juste protégé ma petite fille. J'avais juste dit non à l'humiliation. Et pour ça, j'étais là assis comme si j'étais un délinquant.
Il s'est passé 2 heures, peut-être plus. J'ai perdu la notion du temps. Jusqu'à ce que l'enquêteur revienne avec un dossier sous le bras. Il s'est assis en face de moi. « Monsieur Fournier, j'ai parlé avec la mineure, avec votre ami Monsieur Blanchard, et j'ai appelé Madame Bincède. » Il a ouvert le dossier. Tous racontent la même histoire, que vous n'avez enlevé personne, que la jeune fille s'est enfuie de son plein gré, qu'il y a des indices de maltraitance émotionnelle de la part de la mère. J'ai senti un soulagement me traverser. « Alors je peux partir ?» Il a levé la main. « Du calme. J'ai aussi entendu votre fille. Elle dit que vous êtes sénile, que vous avez des problèmes de mémoire, que vous représentez un risque pour la mineure. » J'ai serré le poing. C'est un mensonge. L'enquêteur m'a regardé. « Je sais, parce que j'ai aussi demandé votre dossier médical. Avec votre autorisation, j'ai parlé avec votre ancien médecin, le docteur Lefebvre. Il a garanti que vous êtes lucide, sans signe de démence, sans perte cognitive. D'ailleurs, il m'a dit que votre fille avait annulé plusieurs consultations sans raison. J'ai expiré, plus léger. Alors, Monsieur Fournier, il n'y a pas de crime d'enlèvement ici. Mais il y a une mineure qui ne veut pas retourner chez sa mère, et ça complique les choses. » J'ai dégluti. Qu'est-ce qui va se passer pour Chloé? Il a fermé le dossier. C'est le juge qui décide. On va fixer une audience. D'ici là, Chloé peut rester avec vous, mais sous suivi de l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance? Il a acquiescé. Une assistante sociale passera à la maison où Chloé habite. Elle va regarder les conditions, discuter avec vous. Elle rédige un rapport, le juge le lit et décide. J'ai fait oui de la tête. D'accord, je ferai tout ce qu'il faut. L'enquêteur s'est levé. Vous êtes libre, mais ne quittez pas la ville et gardez la jeune fille en sécurité. Je me suis levé. Je suis sorti de la salle. Chloé était dehors, assise sur un banc, René à côté. Quand elle m'a vu, elle a couru, m'a serré dans ses bras. « Papy, qu'est-ce qu'ils ont dit ?»« Que tu peux rester avec moi pour l'instant. » Elle a pleuré de soulagement. « Merci, papy. Merci. » Je l'ai serrée dans mes bras. J'ai regardé vers le couloir. Nathalie était appuyée contre le mur, me fixant les yeux pleins de larmes. Mais ce n'était pas de la tristesse, c'était de la rage, c'était de la défaite. On est sorti du commissariat. Il faisait déjà nuit, l'air était frais. René a appelé un taxi. On est rentré à la Croix-Rousse en silence. Quand on est arrivé, René a fait de la tisane. Chloé s'est jetée sur le canapé. Moi, je me suis assis à côté, et pour la première fois depuis des heures, j'ai pu respirer profondément. « Papy. »« Tu crois que le juge va me laisser rester ici ?» m'a-t-elle demandé. J'ai plongé mon regard dans ses yeux. « Je ne sais pas, ma chérie, mais je vais me battre. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça arrive. » Elle a acquiescé. « Moi aussi, je vais me battre. » René s'est assis avec nous. « Vous allez vous en sortir, tous les deux. Je vais m'en assurer. » Et là, dans cette maison simple, avec ces 2 personnes, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La famille. Le lendemain, je me suis réveillé tôt. Il y avait des choses à régler, des choses que je ne pouvais plus repousser. Je suis allé à la banque. Madame Colette m'a accompagné. Avec son aide, j'ai réussi à transférer ma retraite sur un nouveau compte à mon nom. Nathalie ne pourrait plus y toucher. L'employé m'a regardé avec pitié. « Monsieur Fournier, votre fille a essayé de bloquer ce transfert. » Je l'ai regardé. « Quand ?»« Hier. Elle a appelé en disant que vous n'étiez pas en pleine possession de vos moyens. Mais pour bloquer, il faut une ordonnance du juge. Et elle n'en a pas. » J'ai fait oui de la tête. « Merci. » Je suis sorti de la banque en me sentant plus entier, plus maître de moi. Pour la première fois depuis des années, l'argent était dans ma main. La décision m'appartenait. Cet après-midi-là, Sion, l'infirmière du centre de santé, est passée. René l'avait appelée. « Monsieur Fournier, j'ai appris ce qui s'est passé. » J'ai acquiescé. « Oui, ça a été dur. » Elle s'est assise. « Vous avez besoin d'un avocat, quelqu'un pour vous représenter à l'audience. J'en connais un, il s'appelle Maître Duval. Il est bon et pas trop cher. » J'ai remercié. Elle a noté le numéro sur un papier et me l'a donné. J'ai appelé le jour même. Maître Duval est venu le lendemain.
Un homme d'environ 60 ans, grosses lunettes, vieille serviette, mais qui parlait fermement. Il savait ce qu'il disait. « Monsieur Fournier, votre dossier est solide. Vous avez des témoins, vous avez des preuves, et vous avez une mineure qui affirme clairement qu'elle ne veut pas retourner chez sa mère. On a de bonnes chances de gagner. » J'ai senti de l'espoir pour de vrai. Les jours suivants ont été chargés. Maître Duval a recueilli des dépositions. Fatima a témoigné, Yannick a témoigné, Madame Colette a témoigné, même Bernard, le voisin ancien militaire, est venu parler. Tout le monde a raconté la même histoire. Nathalie m'avait expulsé, m'avait humilié, et Chloé avait quitté la maison de son propre chef. Pendant ce temps, Chloé et moi nous installions chez René. Elle dormait dans la chambre du fond, moi sur le canapé. René insistait pour que je prenne le lit, mais je n'acceptais pas. « Tu es malade, tu as besoin de te reposer. » Il riait. « Et toi aussi? Mais tu es têtu comme une mule. » On riait ensemble. Et au milieu de la tempête, on trouvait des petits coins de paix, de petits moments de calme qui maintenaient notre santé mentale. Chloé a commencé à aider Madame Colette à la boulangerie quelques heures le matin. Madame Colette lui donnait un peu d'argent et Chloé le mettait de côté. « Pour quand j'irai à la fac ?» disait-elle. Je la regardais et ça me gonflait le cœur parce que ma petite fille était forte, elle encaissait les coups, elle était tout ce que sa mère n'avait pas su être. Moi, de mon côté, j'ai commencé à donner des cours gratuits au centre social, histoire pour les personnes âgées. Lucien, le voisin aveugle que René m'avait présenté, a été le premier élève. « Monsieur Fournier, je veux apprendre. Je ne vois pas, mais j'entends. » Et comme il écoutait, avec attention, avec soif de savoir. Et j'ai ressenti quelque chose que je ne ressentais plus depuis longtemps. Un but. Je servais encore à quelque chose, j'avais encore une utilité, je pouvais encore apporter quelque chose au monde. Josette, la voisine grincheuse, est passée un jour avec des plats préparés. « Pour vous et la petite, ne les jetez pas. » Chloé a remercié. « Merci, Madame Josette. » Elle a hoché la tête et, avant de partir, m'a regardé. « Vous êtes René, Monsieur Fournier. Ça se voit de loin. » Et elle est partie. Un autre jour, Fernand est venu frapper. « Monsieur Fournier, samedi, il y a pétanque sur la place. Vous venez ?» J'ai confirmé. « Je viens. » Et j'y suis allé. J'ai joué et j'ai perdu. Mais ça n'avait pas d'importance parce que j'étais là, vivant, entouré de gens qui m'appréciaient vraiment. Parce que pour la première fois depuis de nombreuses années, je n'étais plus un poids mort. J'étais Monsieur Fournier, le professeur, l'ami, le grand-père. Et ça, cette simple certitude d'exister pour quelqu'un, m'a redonné l'envie de vivre, de me battre, de gagner. 3 semaines ont passé. 3 semaines de préparation, de nervosité, de peur. L'audience a été fixée à un mardi, 10 heures du matin. Maître Duval, mon avocat, est passé la veille. « Monsieur Fournier, demain ça va être difficile. Nathalie aussi a trouvé un avocat. Et ils vont nous attaquer. Ils vont dire que vous êtes trop vieux, que vous n'avez pas les moyens de vous occuper d'une adolescente, que Chloé a besoin de sa mère. » Je l'ai regardé. « Et nous, on va dire quoi ?» Il a souri du coin des lèvres. « La vérité, que Chloé va mieux avec vous, qu'elle a une routine, de l'affection et que la mère a agressé et humilié sa propre fille. » J'ai acquiescé, mais la peur continuait de pulser, parce que la vérité ne gagne pas toujours. Parfois, le système protège justement ceux qui ne le méritent pas. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis resté à fixer le plafond, imaginant tout ce qui pouvait mal tourner. Et si le juge ne nous croyait pas? Et s'il ordonnait à Chloé de retourner chez Nathalie? Et s'il m'arrachait de ma petite fille? Chloé non plus n'a pas dormi. J'ai entendu ses pas dans le couloir, allant et venant. À 6 heures du matin, je me suis levé, je suis allé à la cuisine. Elle était déjà là, assise à la table, tenant une tasse vide. « Tu n'as pas réussi à dormir ?» j'ai demandé. Elle a secoué la tête. « J'ai peur, papy. » Je me suis assis à côté. J'ai pris sa main. « Moi aussi j'ai peur. Mais on va traverser ça ensemble. Quoi qu'il arrive, on va s'en sortir. » On est arrivé au tribunal à 9 heures. Maître Duval était déjà à la porte. « Prêt ?» J'ai fait oui de la tête. Chloé aussi. On est entré. Bâtiment froid, long couloir, odeur de vieux papier. On s'est assis dans la salle d'attente. Et là, je l'ai vu.
Nathalie, assise de l'autre côté avec son avocat, un jeune type, costume cher, tête de quelqu'un qui croit qu'il commande tout, Nathalie m'a fixé. J'ai soutenu son regard. Elle avait changé, plus maigre, cernes lourds, cheveux sans vie. Mais le regard était toujours le même, dur, froid, incapable d'admettre une faute. Chloé m'a serré la main. Ne la regarde pas, papy. Je n'ai plus peur de la regarder, ma chérie. On a appelé notre affaire. On est entré dans la salle. La juge était une femme d'environ 55 ans, lunettes sur le nez, expression fermée. « Bonjour, je suis la juge Sylvie Marchand. Nous sommes ici pour décider de la garde provisoire de la mineure Chloé Morel. Madame Morel, vous commencez. » L'avocat de Nathalie s'est levé. « Madame la juge, ma cliente est une mère dévouée, travailleuse, responsable. Elle s'est occupée de sa fille pendant 16 ans. Quant à Monsieur Fournier, avec tout le respect que je lui dois, il a 79 ans. Il n'a pas les capacités physiques, émotionnelles, ni financières de s'occuper d'une adolescente. De plus, il a retiré la mineure du domicile sans autorisation maternelle. Cela constitue un enlèvement. » Maître Duval s'est levé. « Objection, Madame la juge. Il n'y a pas eu d'enlèvement. La mineure a quitté le domicile de son plein gré. Nous avons des déclarations qui le confirment, et de plus il y a des indices d'agression physique et de maltraitance émotionnelle de la part de la mère. » L'avocat de Nathalie a eu un sourire ironique. « Maltraitance ? Ma cliente n'a jamais agressé sa fille. Ce qui s'est passé, c'est une discussion ponctuelle, chose courante entre une mère et une adolescente. Rien de plus. » Chloé s'est raidie. Maître Duval s'est tourné vers la juge. « Madame la juge, la mineure a un hématome sur le bras enregistré par l'aide sociale à l'enfance, et il y a des témoins qui confirment la violence psychologique. La juge a noté. Poursuivons. Monsieur Fournier, souhaitez-vous parler ? Je me suis levé, les jambes tremblantes, mais la voix ferme. Oui, madame, je n'ai pas volé ma petite fille. Elle est venue vers moi parce qu'elle n'avait plus nulle part où aller, parce que sa mère l'a frappée. Parce que sa mère m'a mis dehors comme si j'étais une ordure. Je veux juste prendre soin d'elle, lui donner un toit, lui donner de l'amour. Je sais que je suis vieux, je sais que je ne suis pas parfait, mais j'aime cette petite, et elle m'aime, et ça devrait compter pour quelque chose. » Je me suis rassis. La juge m'a observé. « Vous avez un domicile fixe ? » ?»« Oui. J'habite chez mon ami, Monsieur Blanchard. »« Vous avez des revenus propres ? » ?»« J'ai ma retraite. »« Et j'aide à la boulangerie du quartier. » Elle a noté. « Et toi, Chloé, qu'est-ce que tu veux ?» Chloé s'est levée, les jambes tremblantes, mais la voix ferme. « Je veux rester avec mon grand-père. Ma mère ne veut pas de moi. Elle ne s'intéresse qu'à son image aux yeux des autres. Je ne veux pas vivre comme ça. Je préfère rester avec quelqu'un qui m'aime vraiment, même si c'est pour moins longtemps, plutôt qu'avec quelqu'un qui me tolère seulement. » Ces mots ont résonné dans toute la salle. La juge a noté. Nathalie s'est levée, affolée. « Chloé, ce n'est pas vrai, je t'aime. » Chloé l'a regardée en pleurs. « Non, maman, tu ne m'aimes pas, et je n'ai plus besoin de toi. » Nathalie a pâli et s'est effondrée sur sa chaise. La juge a fermé le dossier. « J'ai déjà une décision, mais avant j'ai besoin de dire quelque chose. » Elle nous a regardés un par un. Cette affaire m'a beaucoup fait réfléchir sur ce qu'est la famille, sur ce que c'est que prendre soin et sur ce que c'est qu'aimer. Elle a respiré profondément. « Madame Morel, en théorie, vous avez le droit légal sur votre fille. Mais le droit légal ne va pas toujours de pair avec le meilleur intérêt affectif. » Mon cœur s'est emballé. Je décide d'accorder la garde légale à la personne âgée Marcel Fournier, avec un suivi trimestriel de l'aide sociale à l'enfance. La mère, Nathalie Morel, aura un droit de visite, mais seulement si la mineure est d'accord. Je suis resté sans air. Est-ce que j'avais bien entendu? Chloé m'a serré le bras. « Papy, on a gagné !» La juge n'avait pas encore terminé. Cependant, en raison de l'âge avancé du tuteur, j'ordonne la nomination d'un tuteur substitut, quelqu'un qui assumera la responsabilité si un jour M. Fournier n'est plus en mesure de le faire. Y a-t-il quelqu'un? Maître Duval s'est levé. « Oui, Madame la juge, Madame Fatima Ben Said, ancienne employée de la famille, s'est proposée comme tutrice suppléante. » La juge a acquiescé. « Très bien.
Préparez les documents. Elle a donné un coup de marteau. L'audience est close. Et à cet instant, tout a explosé en moi. Chloé pleurait. Je pleurais. Maître Duval souriait. Et Nathalie? Nathalie s'est levée et est partie, muette, sans regarder en arrière. On est sorti du tribunal. Le soleil était fort, le vent frais. Et je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La victoire. Pas une victoire sur Nathalie, une victoire sur la peur, sur le sentiment d'être mise au rebut. Chloé m'a serré dans ses bras. « Merci, papy. Merci de t'être battu pour moi. » Je l'ai tenu fort. « Je me battrai pour toi tant que j'aurai de l'air dans les poumons, ma chérie. Toujours. » Maître Duval m'a serré la main. « Monsieur Fournier, vous avez fait l'histoire. » Ce n'est pas tous les grands-pères qui obtiennent une garde comme ça. J'ai souri. C'est la vérité qui a gagné. Et on est rentré à la maison, à la Croix-Rousse, ce vieux quartier où j'avais recommencé à vivre. 6 mois plus tard, la vie s'est arrangée. Chloé a changé d'école. Elle étudiait tout près maintenant. Elle s'était fait de nouveaux amis. Elle riait plus. Elle dormait sans cauchemar. René continuait sa lutte contre le cancer. Il y avait des bons jours, des mauvais jours, mais il ne perdait jamais le sourire. « Marcel, si je tombe demain, je tomberai heureux, parce que je t'ai eu ici avec moi, plus que je n'espérais. » Je souriais aussi, parce que je savais que c'était sincère. Fernand continuait à m'appeler pour la pétanque. « Monsieur Fournier, vous en avez gagné 3 d'affilée. Vous trichez ?» Je riais. « Non, juste de l'entraînement. » Madame Colette continuait à m'appeler pour aider. « Monsieur Fournier, demain matin tôt, il y a du stock à vérifier. Comptez sur moi, j'y serai. » Josette continuait à arriver avec ses plats. « Pour vous, pour la petite, pour Monsieur Blanchard. Mangez tout. » Lucien, le voisin aveugle, continuait mes cours. « Monsieur Fournier, aujourd'hui vous me parlez de Napoléon. » Et je racontais avec plaisir, parce qu'enseigner me rendait la vie, me rappelait qui j'étais. Monique venait nous voir tous les mois. Elle apportait des sacs, des médicaments, des câlins. « Mon frère, ça me fait plaisir de te voir comme ça. » Et moi aussi je ressentais cette joie, parce qu'après tout ce temps, j'avais la certitude. Je n'étais plus un fardeau. Je manquais à des gens, je comptais, et ça changeait tout. Un après-midi, j'étais assis sur la terrasse, Chloé a apporté une tasse de café. « Papy, tu penses à quoi ?» J'ai levé les yeux vers elle. « À ta grand-mère, à ce qu'elle a écrit dans ce cahier. L'amour, ce n'est pas le sang, c'est un choix. » Chloé a souri. Elle avait raison. J'ai acquiescé. Oui, il m'a fallu 79 ans pour comprendre, mais maintenant j'ai compris. René est sorti avec le journal sous le bras, s'est assis à côté de moi. De quoi vous parlez? D'amour, de famille, de choix. Il a ri. Sujet important. Madame Colette est passée sur le trottoir. Monsieur Fournier, demain 7 heures tapante, hein? J'ai levé la main. Comptez sur moi. Et à cet instant, en regardant Chloé, René, Madame Colette, ce bout de quartier qui m'avait accueilli sans rien demander, j'ai compris quelque chose de grand. J'avais gagné. Pas contre Nathalie. J'ai vaincu l'abandon. J'ai vaincu la solitude. J'ai vaincu l'idée que vieillir, c'est cesser d'exister. Parce que là, avec presque 80 ans, entouré de gens qui m'avaient choisi, j'existais plus que jamais. Et si toi qui écoutes mon histoire, tu t'es déjà senti jetable, si on t'a déjà dit que tu ne fais que gêner, si un jour quelqu'un qui disait t'aimer t'a tourné le dos, tu dois savoir une chose, tu n'es pas seul. Moi aussi, je suis passé par là, et je suis encore là. Pas parce que j'étais fort, mais parce que j'ai trouvé des gens qui m'ont choisi, des gens qui m'ont vu, des gens qui m'ont aimé, sans exiger que je m'excuse d'exister. Et toi aussi tu peux trouver ces gens, cette famille choisie, cet endroit où tu manques. N'abandonne pas. Ne te tais pas, ne te laisse pas éteindre, parce que tu vaux quelque chose, même si personne ne le dit, même si personne ne le montre, tu vaux quelque chose. Alors tu as déjà été rejeté par quelqu'un qui disait t'aimer, raconte-le ici en dessous, tu n'es pas seul. Si cette histoire a remué quelque chose en toi, laisse un like et abonne-toi. Chaque jour, il y a une histoire qui pourrait être la tienne. Merci d'être resté jusqu'ici. Du fond du cœur.